Je retrouve notre panel d'analystes habituels, de stratèges. Vous les connaissez, Christine Saint-Pierre, Rodolphe Fusny, Gilles Duceppe et avec nous en studio encore cette semaine, Farouk Karim. Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour. Si on compare la façon dont, parce qu'évidemment, c'est un peu la nouvelle du jour, cet appel aujourd'hui entre Mark Carney et Donald Trump, évidemment. Alors, si on compare la façon dont Donald Trump s'adressait à Justin Trudeau et la façon dont il s'est adressé, disons, à Mark Carney et dans les déclarations qu'il a faites par la suite sur Truth Social, on voit un changement de ton assez radical. Comment ça s'explique, ça? Je commence avec vous, Farouk. Bien, ça peut pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est plus M. Trudeau qui est premier ministre. Il semblait avoir vraiment quelque chose de viscéral entre M. Trump et M. Trudeau. On n'a jamais compris pourquoi, parce qu'il ne l'a jamais expliqué. Ouais, d'après moi, ça les racine dans l'idéologie wokiste que le groupe MAGA en a beaucoup contre. On voit ce qu'ils font avec les universités américaines en ce moment. Donc, je crois que c'était ça l'origine du problème. Avec M. Carney, ça semble beaucoup plus... C'est respectueux, évidemment. Ça semble beaucoup plus respectueux. Je crois que ça a à faire avec donc, le fait que M. Trudeau ne soit plus là, mais aussi, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements dans les marchés américains. Les représentants américains au Congrès, la population américaine a commencé à rouspéter. Et donc, je crois que M. Trump commence à voir que le Canada n'est pas que ce petit pays au nord de sa frontière, mais que c'est un joueur important et qu'il faut le traiter avec respect. Un joueur important qui peut commencer à s'organiser et moins dépendre des Américains, peut-être parce que c'est le discours en ce moment, évidemment. Christine, ce qui était important dans les déclarations de M. Trump, c'est à la fois ce qu'on voyait et ce qu'on ne voyait pas. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il n'y a pas été question du 51e État, comme il l'a fait dans le passé presque à chaque fois qu'il faisait des déclarations sur le Canada. Oui, et il a parlé justement du Canada, il a parlé du pays, le Canada. Alors ça aussi, c'est vraiment, on est devant deux personnages, là, deux mondes. Le Trump d'aujourd'hui puis le Trump devant Trudeau, c'était pas la même personne. Je pense qu'il y a aussi la question de l'image de Mark Carney qui projette une image, homme d'affaires de chez Goldman Sachs ou enfin de ces grandes entreprises-là où les gens d'affaires règnent. Il y a peut-être ça, une question d'image, mais aussi il y a la question de la grogne sur le terrain aux États-Unis qui commence à soulever. On a vu du côté de l'automobile, on a vu la bourse aussi qui a fait c'est-à-dire qui a perdu des points. On voit aussi, je suis allée consulter un communiqué du US Chamber of Commerce qui regroupe quand même 1 million de membres. Et dans ce communiqué-là, dans cet article-là, on dit que cette idée d'imposer des tarifs, pas juste au Canada, mais à tous les pays qui font affaire avec les États-Unis, c'est absolument catastrophique. Alors, la grogne s'élève sur le terrain même des Américains. Je vous vois hocher de la tête. Gilles, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, la grogne s'étale sur le terrain. M. Trump doit commencer à se rendre compte là, que les gens d'affaires ne sont pas très heureux des conséquences de ces politiques aux États-Unis même. Il ne faut pas oublier qu'il y a une élection de mi-mandat. Il y a des républicains qui doivent commencer à s'inquiéter gravement. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est principal dans le changement d'attitude. Alors, Rodolphe, est-ce que c'est vraiment un changement de ton ou c'est passager et on va revenir bientôt aux bonnes vieilles menaces? C'est pour ça que je disais, peut-être que c'est une bonne journée aujourd'hui, peut-être que demain, ça en sera une autre. Donc, on peut dire qu'en tout cas, il y a eu du respect ou il n'y a pas manqué de respect plutôt à M. Carney. Mais avec M. Trump, on a vu combien de fois. Demain, il pourrait peut-être avoir un de ses conseillers qui va dire ci ou ça, donc on ne sait pas. Bon, à voir. Alors, restons, si vous voulez bien, continuons sur Mark Carney. Revenons sur toute cette première semaine de campagne. Est-ce que Mark Carney a marqué des points avec cette rencontre-là qui s'est faite au téléphone, cet appel-là? Par contre, ça a été difficile par moments. Mark Carney a fait des bourdes, notamment sur Polytechnique. J'arrive à vous, Christine. Est-ce que ça va rester, ça? Est-ce que ça va un peu lui coller à la peau? Mais collé à la peau, écoutez, je pense que la campagne électorale a une difficulté là, du côté de M. Poilievre. Il va y avoir chez lui une façon, je pense, de faire campagne différemment qu'il doit trouver et il est peut-être un peu tard. Pour ce qui est de M. Carney, il y a eu des faux pas cette semaine, mais là, je pense qu'il est en train de se ramener dans la campagne comme étant celui là, qui peut rassurer les Canadiens. Alors,
c'est vraiment, la campagne est encore jeune, hein? Il nous reste encore 4 semaines à subir cette campagne-là, ou à apprécier la campagne pour les maniaques comme nous, là. Mais la campagne est encore jeune. Oui, on a vu des campagnes où tout changeait complètement là, entre le début et la fin de la campagne. Rodolphe, est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise semaine pour Mark Carney? Moi, je pense que c'était une mauvaise semaine juste pour les premiers jours, mais dès que M. Carney peut remettre les habits de premier ministre, je pense que c'est tout à son avantage le fait que durant ces 2 dernières journées, il a pu mettre comme ça les habits de premier ministre, surtout s'adresser aux Canadiens en tant que premier ministre. Et ça, c'est un avantage certain. Donc oui, il y a eu des faux pas cette semaine, mais l'image de lui, premier ministre, frappe plus et lui rapporte plus de points que les erreurs qu'il a faites sur Polytechnique, par exemple. Gilles, ça lui a permis de compter des points, ça? Moi, je vous dirais qu'actuellement, on connaît le Marc désincarné. Quand je regarde ce que cet homme a fait, exemple, là, dans les paradis fiscaux, ta réponse est « je connais ça ». C'est pas une réponse, ça. Tous ceux qui vont dans les paradis fiscaux connaissent ça, à savoir pourquoi. Ça, on aimerait savoir. Deuxièmement, il y va en disant, c'était surtout pour créer des compagnies qui sont dans le domaine de l'environnement. Or, j'ai vérifié au même moment où il était dans ces paradis fiscaux, à la tête de Brookfield va déforester 9000 hectares de terrain en Amazonie, alors que Bolsonaro est président du Brésil contre toute la volonté des peuples autochtones de l'Amazonie. Alors, quelqu'un qui se dit pour l'environnement publiquement, qui le répète maintenant, et qui cache le fait qu'il a déforesté 9000 hectares de terrain, ça, je trouve ça inquiétant. Ouais. Moi, j'ai hâte de savoir qui est le vrai Mark Carney. Celui qui dit des choses ou celui qui a fait des choses contraires à ce qu'il dit. En tout cas, on va se souvenir de votre jeu de mots, j'ai l'impression, Gilles. C'est sûr, Farouk. Ça a été, comment on qualifie la semaine de Mark Carney, cette première semaine de campagne? Bien, le premier ministre, je ne crois pas qu'il a l'équivalent du président américain du Air Force One, hein, l'avion qui vient le chercher pour qu'il aille gouverner. Mais c'est ce qui est arrivé à Mark Carney. Il a été très content de revenir dans ses habits de premier ministre parce qu'en campagne électorale, ça ne marche pas très bien pour M. Carney. Il commence à avoir un problème Québec, il a un problème de paradis fiscaux, il a un problème de Brookfield, hein, son ancienne compagnie. Là, ça le suit. On le vit de jour en jour. C'est-à-dire que quand il est en campagne électorale et qu'il n'est pas en premier ministre, ça va le suivre. Maintenant, je crois que l'équipe libérale, évidemment, vont prendre une carte dans le jeu de l'équipe de Doug Ford pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire le garder le plus longtemps possible le premier ministre. On s'appelle que Doug Ford allait à Washington à chaque 2 jours pour être toujours premier ministre. Je crois que les libéraux vont faire quelque chose de similaire avec M. Carney parce qu'en campagne électorale, il a beaucoup de vulnérabilité. Bon, alors, parlons des conservateurs. Je commence avec vous, Farouk. Est-ce que les conservateurs continuent à perdre du terrain dans les sondages? Ça devient difficile pour eux là, de remonter la pente. Évidemment, on est en début de campagne. Christine le disait si bien. Le chef conservateur aujourd'hui a parlé de crimes, a dit qu'il faut la prison à vie pour les crimes liés, par exemple, au trafic de fentanyl. Est-ce que c'est le bon message à ce moment-ci? Oui, les conservateurs fédéraux sont un peu tortillés entre 2 stratégies. Celle de faire le procès des 10 ans des libéraux et celui, de l'autre côté, l'enjeu de la campagne dont tout le monde parle, c'est-à-dire M. Trump. Et M. Poilievre a de la difficulté à se distancer de M. Trump, malgré qu'il l'essaie. Il avait une occasion en or, en début de campagne, de le faire en se distançant de la première ministre de l'Alberta. Il l'a fait du bout des lèvres. Les Canadiens voient M. Poilievre un mini-Trump. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est la perception que les Canadiens ont, surtout de la façon qu'il fait de la politique. Et le discours sur le fentanyl ramène ce sujet-là. En plus, c'est des sujets qui sont similaires aux républicains. Hein, quand ils font ça. Mais bon, je peux comprendre la campagne conservatrice. Ça fait 2 ans qu'ils ont monté une campagne pour faire le procès des libéraux. Le problème de M. Poilievre, c'est qu'il s'est présenté à un match de baseball habillé en joueur de hockey. C'est la mauvaise campagne. Ouais, on a le sens de l'humour aujourd'hui. Rodolphe, j'aimerais vous entendre là-dessus. Elle a été comment la semaine de Pierre Poilievre? Bien, il y a eu des positifs. Par exemple, une plateforme sur le Québec, je pense que ça a été très accueilli. D'ailleurs, de donner plus de pouvoir en immigration au Québec, ça a été salué par le premier ministre du Québec. Donc ça, c'est un point positif. Je suis d'accord qu'en Ontario, ça ne va pas, ou en tout cas, les chiffres ne sont pas très positifs. Et on sait tous qu'une campagne se gagne surtout en Ontario. Donc c'est tout un défi.
Mais d'un autre côté, on voit aussi des images de M. Poilievre qui fait des rassemblements encore monstres. On voit des 4000 personnes, des 5000 personnes. Donc, c'est de savoir, est-ce que c'est sur le terrain qu'il y a un mouvement? Est-ce que les sondages donnent une autre image? Mais oui, tout à fait. Quand M. Carney met les habits de Premier ministre, c'est sûr que c'est très difficile pour M. Poilievre qui n'a pas l'avantage par rapport à M. Carney. Et je suis tout à fait d'accord que chaque journée que M. Carney met les habits de Premier ministre, il peut marquer des points plus que M. Poilievre. Bon, il reste peu de temps, mais j'aimerais vous entendre sur le bloc, Christine et Gilles, dans cet ordre-là. Christine, je commence par vous en une vingtaine de secondes. Est-ce que Yves-François Blanchet a bien fait cette semaine? C'est très, très difficile pour le Bloc parce que le Bloc ne peut pas aller sur le terrain vraiment de la guerre commerciale avec les États-Unis. Alors, il y a bien des gens, je pense, qui vont regarder ce vote-là qui va venir là, en se disant, oui, j'aurais peut-être voté Bloc, mais là, il faut que je vote du côté des libéraux parce que c'est ça l'enjeu. La question de l'urne, c'est la guerre avec les États-Unis, la guerre tarifaire, et je pense que c'est pas bon pour le Bloc que de ce côté-là. Gilles, en 15 secondes. En 15 secondes, moi, je rappelle qu'en 1981, il y avait 74 libéraux sur 75, alors qu'au Québec, l'Assemblée nationale est unanime, sauf 9 députés, était contre le rapatriement de la Constitution. Et il y a un seul libéral, M. Duclos, qui s'est distancé de M. Trudeau, qui a voté contre. Or, ils étaient tous là, au cabinet, en chambre, présents. Ils ont fait exactement le contraire de ce que le Québec voulait. Il faut surveiller s'ils ne feront pas la même chose avec la gestion de l'œuf, le bois d'œuvre, l'aluminium et l'exception culturelle. Il reste encore 4 semaines à la campagne. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous.